Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal du soir de Télé Liban. À l'ordre du jour du Conseil des ministres réuni au palais présidentiel de Bradda, un sujet hautement symbolique, la mise en œuvre de la résolution 1701 et la question de l'exclusivité des armes entre les mains de l'État. En ouverture de la séance, le commandant en chef de l'armée, le général Rodolphe Haikal, a présenté un exposé détaillé sur les missions de l'armée au Liban Sud et les obstacles rencontrés dans l'application de la résolution 1701 adoptée après la guerre de 2006. Le sujet de l'unicité des armes et du déploiement complet de l'armée libanaise jusqu'aux frontières sud a été abordé en priorité par les ministres. Au cours de la réunion, le président de la République a révélé l'existence d'un dialogue bilatéral en cours avec le Hezbollah portant précisément sur la question des armes et l'application de la 1701. Selon lui, ce dialogue aurait permis d'atteindre certaines premières avancées positives. Toujours dans ce même contexte, le cabinet a approuvé la prolongation du mandat de la FINUL. Entre exigences de souveraineté nationale et réalité politique locale, la question de l'application de la résolution 1701 reste épineuse. 4 ans après la tragique explosion du port de Beyrouth, un tournant judiciaire, l'ancien ministre de l'Intérieur, Nohad El-Bachnouk, a comparu pour la première fois devant le juge Tarek El-Bitar chargé du dossier. Bachnouk est soupçonné de négligence après avoir reçu dès 2014 un rapport alarmant sur un navire transportant du nitrate d'ammonium, la substance à l'origine de la déflagration du 4 août 2020, qui a causé la mort de plus de 220 personnes ainsi que 6500 blessés. Dans le dossier régional cette fois et à la veille de nouvelles discussions entre l'Iran et les États-Unis, le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, tire la sonnette d'alarme. L'Iran n'est pas loin de pouvoir fabriquer la bombe atomique. Dans un entretien au quotidien Le Monde, Raphaël Grossi affirme que l'Iran détient les pièces du puzzle et pourrait assembler une arme nucléaire si la volonté politique est là. Il appelle à un accès véritable pour garantir la nature pacifique du programme. À Téhéran, Grossi a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a salué une discussion utile mais reste ferme. L'enrichissement d'uranium n'est pas négociable. Il accuse certains acteurs internationaux de vouloir faire dérailler les négociations. Les discussions indirectes entre Washington et Téhéran, lancées à Mascate sous médiation omanaise, se poursuivront samedi à Rome. Mais un revirement américain complique la donne. L'émissaire Steve Witkoff a exigé mardi l'arrêt complet du programme nucléaire iranien, une ligne jugée inacceptable à Téhéran. Araghchi s'est rendu en Russie où il a remis un message du guide suprême Ali Khamenei au président Vladimir Poutine. Moscou est l'un des garants de l'accord de 2015, aujourd'hui caduc. L'Iran enrichit aujourd'hui l'uranium à 60%, bien au-dessus du seuil fixé par l'accord. L'issue des négociations reste incertaine, alors que la menace d'un nouvel embrasement régional plane si la diplomatie échoue. À Gaza, cette fois, de nouvelles frappes meurtrières ont touché la bande. La défense civile palestinienne annonce au moins 40 morts et des dizaines de blessés dans des frappes israéliennes ayant visé des tentes de déplacés au nord et au sud du territoire. À Khan Younes, dans la zone côtière d'Al-Mawassi, 2 missiles israéliens ont touché des tentes abritant des familles déplacées. Le bilan provisoire, 17 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 23 blessés. Plus au nord, à Beth Laria, 7 autres personnes, essentiellement des femmes et des enfants, ont péri dans une frappe similaire. 13 autres civils ont été blessés. Une troisième frappe dans la même région a tué un père et son enfant, blessant 13 autres personnes. L'armée israélienne affirme cibler des combattants du Hamas, mais les ONG alertent sur l'intensification des frappes contre des zones civiles surpeuplées. Avec des centaines de milliers de personnes déplacées vivant dans des abris de fortune, chaque nouvelle frappe aggrave une catastrophe humanitaire déjà extrême dans une bande de Gaza à bout de souffle. Dans le dossier international cette fois, à Paris, visite hautement symbolique du secrétaire d'État américain Marco Rubio
dans un contexte tendu entre les États-Unis et leurs alliés européens. Objectif principal, discuter d'un cessez-le-feu en Ukraine, mais aussi évoquer le nucléaire iranien et les désaccords commerciaux. C'est la première visite officielle du chef de la diplomatie américaine en France depuis son entrée en fonction. Il est accompagné de Steve Witkoff, émissaire spécial pour le Moyen-Orient, alors que la guerre en Ukraine reste au cœur des priorités. La visite intervient quelques jours après une frappe russe sur la ville ukrainienne de Soumy, qui a causé la mort de 35 civils. À Marseille, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé la cruauté sans limite de Vladimir Poutine, appelant à une pression accrue sur Moscou. Les entretiens avec le président Emmanuel Macron et le ministre Barrot porteront également sur le nucléaire iranien à l'approche d'un nouveau round de discussions entre Washington et Téhéran, prévu le 19 avril à Rome. Les relations entre l'Europe et Washington restent sous tension. Donald Trump accuse les Européens de profiter des États-Unis, tandis que les Européens dénoncent un désengagement américain croissant. À Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne, la Semaine Sainte est bien plus qu'un rendez-vous religieux. Chaque année, des milliers de fidèles défilent dans les rues perpétuant une tradition ancestrale, même dans un pays de plus en plus laïque. Thiago a 4 ans, mais il est prêt à battre le rythme de la procession, tambour à la main et tunique blanche sur le dos. Comme lui, de nombreuses familles inscrivent leurs enfants dès la naissance dans l'une des 16 confréries religieuses de la ville. À minuit, ces jeunes descendent pieds nus dans les rues de Zamora. Une procession austère, puissante, suivie chaque année par des foules venues de toute l'Espagne, attirées par l'émotion, l'esthétique et les racines. Aujourd'hui, seulement 18% des catholiques espagnols se disent pratiquants, mais les processions de Pâques, elles, ne faiblissent pas. La tradition se transmet en famille. En Espagne, la Semaine Sainte reste un lien fort entre passé, foi et transmission. Et grâce à la jeunesse, elle continue de battre au rythme des chœurs et des tambours. Destination le Sri Lanka. C'est une première dans cette île. Sur les rives du lac Kandalama, au cœur des collines verdoyantes de l'île, un hôtel fait figure d'exception. L'Amba Yaalu est entièrement géré par des femmes, du service d'étage à la sécurité. Ouvert en janvier, l'établissement compte 33 chambres et 75 employés. Un pari audacieux dans un pays où les hommes occupent près de 90% des emplois dans l'hôtellerie, souvent cantonnant les femmes à l'accueil ou au ménage. Ansika en charge de la maintenance et Dilani, ancienne militaire reconvertie en agent de sécurité, montrent que les femmes peuvent assurer toutes les fonctions, même celles traditionnellement réservées aux hommes. L'hôtel a séduit les clients, plusieurs femmes affirment s'y sentir plus écoutées et respectées. L'initiative a également reçu le soutien d'acteurs du secteur touristique et de militantes des droits de femmes. Un projet unique qui remet en cause les stéréotypes dans une société encore très patriarcale. Et pour le propriétaire de l'hôtel, Chandra Vikra Masinghe, l'inspiration est personnelle. Elle affirme « Ma mère a élevé 8 enfants seuls. Elle travaillait à l'hôpital, gérant tout. J'ai compris très tôt, la force d'une femme peut faire des merveilles. » En Indonésie, des Vespa électriques et silencieuses, mais qui font du bruit. À Jakarta, elles vrombissaient autrefois dans un nuage de fumée et de nostalgie. Aujourd'hui, les Vespa des années 50, 60 ou même 70 se convertissent à l'électrique sans perdre leur charme vintage. Un pari lancé par un passionné indonésien, Eret Frastio. Son entreprise, Elders, a déjà transformé plus de 1000 modèles depuis 2021. Objectif, allier style rétro et conscience écologique. Avec une batterie rechargeable qui tient jusqu'à 120 km, ces scooters séduisent une nouvelle génération d'usagers urbains. Mais le rêve reste coûteux. Un modèle comme celui-ci peut dépasser les 30 000 $. Frastio propose donc des kits de conversion entre 1500 et 3900 $, bien loin des Vespa électriques neuves venues d'Italie à près de 12 000 $. Mais certains restent attachés à l'odeur de l'essence et au rugissement du moteur. Pour Mohamed Boudiman, l'électrique ne remplacera jamais l'original. Entre modernité et nostalgie, les Vespas continuent de tracer leur route à Jakarta,
symbole d'un passé toujours en mouvement, mais peut-être un peu plus propre. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.